Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur Grenouille à lunettes FM. Aujourd'hui, émission exceptionnelle puisque nous recevons en personne la Grenouille à lunettes. Grenouille à lunettes, bonjour. Bonjour. Alors, nous vous recevons aujourd'hui pour cette émission spéciale parce que vous avez écrit une pièce de théâtre qui, en fait, n'est pas une pièce de théâtre. C'est plutôt, je dirais, une espèce de scène mimée, de narration mimée, Voilà. qui met en scène des enfants, voilà, avec des enfants. C'est parfaitement ça. Et ça s'adresse évidemment aux parents qui regarderont cette scène. Alors, je vous présente d'abord, vous êtes la Grenouille à lunettes. Vous êtes fait remarquer déjà par le passé par une petite vidéo que vous avez postée sur je crois, c'était le thème de cette vidéo La dette. sur la dette, effectivement. Et comment ça marche aussi? Comment ça marche, la création monétaire et pourquoi est-ce que la dette augmente, etc. Voilà. Je m'en souviens, je l'avais vu, Avec elle avait fait. Bibi et tout. Il y avait Bibi, exactement, oui, je m'en souviens, elle avait fait énormément de vues, je crois qu'il y avait presque 530 personnes qui l'avaient vue, jusqu'à ce que votre papa, le crapaud, décide de la mettre en privé, de façon à ce qu'elle ne soit accessible que par des gens de confiance. Alors, on va présenter cette pièce. Je crois qu'en préambule, lorsque vous jouez cette pièce, en préambule de la pièce de théâtre, vous commencez par poser 3 questions. La première de ces questions, c'est avant l'apparition de la monnaie, les hommes échangeaient des choses. Ouais. Puis ce qu'on appelle la révolution néolithique, c'est-à-dire depuis le jour, depuis le moment où l'homme est devenu sédentaire, c'est-à-dire il est passé de chasseur-cueilleur à agriculteur-éleveur, il a eu nécessité d'échanger des denrées, des choses qu'il produisait. Et il l'a fait sans monnaie, puisque la révolution néolithique, à ma connaissance, elle remonte à presque 15 000 ans, et l'apparition de la monnaie en différents endroits du monde est beaucoup plus récente. Hein, ça a 2700 ans à peu près. Alors, la première question que vous posez, c'est avant la monnaie, qu'est-ce qu'il y avait? Comment les gens faisaient pour échanger des choses? Alors vous nous dites, c'est ce que je vois écrit sur mon papier, vous nous dites que la plupart des gens à cette question répondent le troc. Oui. C'est-à-dire, je t'échange cet objet contre cet autre. D'ailleurs, vous répondez aussi à la question quand est apparue la monnaie, parce que les gens ne savent pas quand est-ce que la monnaie est apparue. C'est intéressant de savoir, de pouvoir dater, de pouvoir donner une période de l'histoire à laquelle... C'est vrai, ça a l'air déjà très intéressant. Oui, merci. La deuxième question à laquelle vous répondez, la deuxième question que vous posez aux auditeurs, enfin pas aux auditeurs, aux spectateurs de votre pièce, c'est qui crée La monnaie. la monnaie, c'est ça. Voilà. Les gens ne savent pas. Alors à cette question, nous avons plusieurs réponses. Les gens donnent toujours à peu près les mêmes réponses. La première question, il y en a qui disent c'est la banque, les banques centrales, c'est-à-dire les banques qui sont normalement gérées par l'État. Il y en a qui disent que c'est l'État lui-même. Enfin bon, c'est à peu près toujours les mêmes réponses. Ouais. Comme on est dans l'euro, il y en a qui pensent que c'est la Banque centrale européenne. Et la troisième dernière question qui vient en préambule de votre pièce, c'est lorsque l'on fait un prêt à la banque, D'où vient l'argent? d'où vient l'argent, exactement. D'où vient l'argent avant qu'il soit sur votre compte, d'où il vient exactement, tout à fait. Voilà, c'est ça. Alors nous allons présenter votre petite pièce. Alors ça parle de quoi cette pièce? Ça parle d'un naufrage, voilà. Alors c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'enfants qui étaient sur un bateau, mais ça se termine bien ça se poursuit bien parce que les enfants sont sauvés et il y en a une dizaine à peu près d'enfants, c'est ça, hein? Et ils arrivent à monter sur des canots de sauvetage. Malheureusement, ou heureusement, enfin c'est l'intérêt de la pièce, c'est que ces 2 canots de sauvetage, d'après ce que je lis, échouent sur 2 îles différentes qui portent des noms assez symboliques, hein, assez explicites en tout cas. Le premier nom de cette île, c'est Équilibre, je crois. Et la deuxième, c'est... Et la deuxième, banqueroute. Elle s'appelle Banqueroute. C'est tout un programme. On comprend déjà de quoi il va s'agir. Alors, ces 2 îles, décrivez-les un petit peu. Elles sont identiques. Elles toutes sont les deux. parfaitement identiques. D'accord. C'est presque des îles jumelles. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'on y trouve sur ces îles? Des arbres, Des forêts, des tas de forêts, bien sûr. avec des fruits du coup sur les arbres. Des fruits, il y a à manger. Est-ce qu'il y a des animaux? Oui, bien sûr. Beaucoup. Donc, on pourra même chasser ou même faire de l'élevage. Et faire de la pêche aussi. Et pêcher, bien sûr, parce qu'ils auront des bateaux. On y trouve des forêts, des plaines, donc on pourra cultiver, planter des choux, des patates, voilà. Des carottes. Des carottes. On pourra faire donc de l'agriculture, on pourra faire de l'élevage, on pourra faire de la pêche. Étant donné qu'il y aura des forêts, etc., on pourra construire des maisons, construire des tas de choses avec du bois. Une table, des tabourets, voilà, d'accord. des chaises, une table. On commence par la première île, d'après ce que j'ai compris. On suit l'histoire de ces enfants, ce qui leur arrive, et comment est-ce qu'ils vont s'organiser sur cette île. Et alors, vous signalez
en préambule que c'est pas du tout chronologique. Historiquement, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est passé de l'état de chasseur-cueilleur à l'état sédentaire, on n'a pas commencé à s'organiser le travail, chacun de son Non, côté, pas du etc. tout. Pas du tout. Donc là, on fait un raccourci, on fait une espèce de raccourci C'est historique. ça. Alors, on présente les personnages. Vous présentez les personnages. Il y en a 5 sur la première île, équilibre. Alors, pour simplifier, vous les nommez par leur fonction. Il y a qui? Alors, il y a Monsieur Poisson, Monsieur Poisson. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Poisson, sans doute? il pêche. Il pêche, voilà. Monsieur Poulet, lui, il élève des animaux pour les manger, bien sûr. Voilà, il fait des poulets, des œufs, tout ça. Monsieur Patate, Ah. c'est l'agriculteur. Alors, monsieur, le Monsieur quatrième. Tabouret. Monsieur Tabouret. Alors lui, on s'en doute. Lui, Lui, c'est il l'artisan. fabrique des chaises et Voilà. tout. Il fabrique des choses. Monsieur Rondin. Et Monsieur Rondin. Alors, Monsieur Rondin, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, Monsieur Rondin? Monsieur Rondin, bah, à mon avis, il doit couper du bois, celui-là. Ouais. C'est ça, vous confirmez. Alors, donc, ils s'organisent tous ensemble. Alors, le pêcheur pêche, etc. Et puis, un jour, évidemment, se pose le problème de savoir comment est-ce qu'on partage ou comment est-ce qu'on échange. Alors, ils auraient pu partager, tout mettre en commun, mais comme ça ne correspond pas à quelque chose d'actuel, de contemporain, malheureusement, on est dans un système où on échange des productions, et on essaie d'équilibrer cet échange. Et très vite, ils vont être confrontés à ça me rappelle d'ailleurs une histoire, de je crois qu'il s'appelait Louis Even, ou un truc, quelque chose comme ça. C'était un philosophe du début du XXe siècle, je crois, qui avait écrit une histoire de cet ordre, qui ressemblait un peu à ça. Alors, donc, ils vont avoir des problèmes au fur et à mesure de leur développement. De leur développement, ils vont avoir des problèmes, et ils vont essayer de résoudre ces problèmes au fur et à mesure, et c'est ce que vous développez dans la pièce. C'est ça. Et chaque solution qu'ils trouvent engendre un autre problème qu'ils font résoudre ensemble. Alors c'est interactif évidemment, parce qu'on va poser des questions avec le public, hein. Je crois qu'il faut être participer le public même, pour trouver les solutions. Bien sûr. Par exemple, vous mettez, quelle est la première mise en situation? Ben, Monsieur Poisson veut des patates. Il va voir l'agriculteur, Il va donc voir Monsieur Patate, Voilà. et il lui dit, je te donne un poisson et tu me donnes 1 kilo de patates. Il propose d'échanger du poisson contre des patates. Voilà. D'accord. Alors il amène des poissons, j'imagine, il vient pas les mains vides. Oui, bien sûr. D'accord. Et Monsieur Patate, comme lui, ça lui dit bien de manger du poisson, que fait-il? Il accepte. Oui, bien sûr. Il accepte l'échange, et en fait, donc là, qu'est-ce que c'est ça, finalement? Ça s'appelle comment? Du troc. Ça s'appelle du troc. Ça voudrait dire que la réponse à la première question serait c'est qu'avant la monnaie, c'était bien du troc. Et donc là, ça marche. Oui. Les gens arrivent à échanger. Donc là, c'est Monsieur Poisson qui veut des patates, il propose à Monsieur Patate un échange avec du poisson, et Monsieur Patate accepte, ça marche très bien, c'est du troc. Très bien. La deuxième mise en scène, Monsieur Poisson, comme la première mise en situation, retourne voir Monsieur Patate. Malheureusement, ces patates sont pas encore poussées. elles sont pas encore sorties de terre. Elle sortira dans un mois, on s'en fiche un peu. Et donc deux possibilités, soit Monsieur Poisson rentre chez lui avec ses poissons et reviendra dans un mois. Ou il les laisse ici. Ou il les laisse et lui dit, je reviendrai quand il y aura des patates, mais je te laisse mes poissons. Voilà. Donc ça, du coup, est-ce que c'est vraiment du troc? Non. Finalement, non, c'est pas du troc, puisque il y en a un qui a gardé les poissons et l'autre qui repart sans rien. Mais ça veut dire que Monsieur Patate a une dette envers Monsieur Poisson. C'est-à-dire que Monsieur Poisson a une créance sur Monsieur Patate. Bien sûr. Donc ça, c'est pas du tout du troc, c'est un crédit finalement. Mmh. C'est un crédit. Troisième mise en situation, toujours dans la continuité des deux premières. Monsieur Poisson revient dans un mois comme prévu et dit à Monsieur Patate, salut, je viens récupérer mes patates. Et là, alors Monsieur Patate, soit parce qu'il est malhonnête, soit parce qu'il a oublié, c'est une tête de linotte, et dit mais quelle patate, en vertu de quoi je te dois des patates? Il y a cette possibilité, c'est un problème. C'est ça. Donc vous posez la question publique, mais à ce moment-là, comment on fait? Quelle est la réponse à cette question? Ben tout simplement, au lieu qu'il reparte avec ses poissons vides, enfin, il a donné son poisson mais il repart avec rien. Et il repart avec une tablette, là où il a écrit 1 kilo de patates. Ah oui, donc Et son nom. effectivement, donc ça veut dire que Monsieur Patate signe une reconnaissance de dette. Il signe quelque chose qui dit que effectivement il doit 1 kilo de patates à Monsieur Poisson. Donc là du coup c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le troc. Alors je vois marqué sur mes fiches qu'il y a aussi d'autres mises en situation. Alors troisième mise en situation, donc là pour le coup c'est vrai que ça résout le problème. On a vu qu'on n'était plus dans le troc, on a vu qu'on était dans le crédit et que pour asseoir le crédit on garantissait ça par une reconnaissance de dette écrite entre les deux protagonistes, c'est-à-dire entre Monsieur Poisson et Monsieur Patate. Autre problème, c'est par exemple je vois écrit toujours sur ma fiche, Monsieur Tabouret veut du bois,
mais n'a pas de tabouret à échanger. Parce que monsieur Tabouret lui fait que des tabourets. Pour en faire des tabourets, il faut qu'il ait du bois. Donc il va voir monsieur Rondin, je crois, oui c'est ça, c'est monsieur Rondin qui coupe du bois et dit donne-moi du bois, comme ça je pourrais faire du tabouret. Et monsieur Rondin, des tabourets. Merci. Et donc monsieur Rondin, oui, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? Donc là, pareil, le troc, on voit bien que c'est pas possible. Donc monsieur Tabouret, lui, pareil, lui signe une reconnaissance de dette en disant, bah écoute, si tu me files du bois, je te filerai une table avec le bois que tu m'auras donné, en tout cas une partie du bois que tu m'auras donné. Donc là, pareil, reconnaissance de dette, etc. Vous inventez, je trouve assez intéressant, vous inventez beaucoup de situations qui permettent effectivement de voir qu'on peut très bien échanger, alors sans monnaie, par ce principe de dette, de reconnaissance de dette, etc. Oui, parce que les gens, il faut qu'ils comprennent plusieurs situations. Voilà, pour asseoir, bien sûr. Mais vous inventez aussi une autre... Alors, c'est intéressant parce que du coup, on voit bien la succession, problème, solution, problème, solution, problème, solution. Et là, vous passez à une étape supérieure, vous inventez un autre... vous mettez en scène, en situation, un autre problème, qui est celui entre Monsieur Poisson et Monsieur Poulet. Vous pouvez expliquer un peu de quoi il s'agit? Ben, Monsieur Poisson veut du poulet. Mais Monsieur Poulet, lui, il est allergique au poisson. Ah, oui, ça pose un problème. Donc, le problème, ça veut dire que, finalement, ça veut dire que... Monsieur Poisson, il pourra jamais en manger. Il pourra jamais manger de poulet. Donc là, ça pose un problème. Même avec la reconnaissance de dettes, etc., si Monsieur Poulet ne veut pas de poisson... Mais pourquoi on dit pas ma situation que j'avais dit là? Parce que je l'ai pas compris. Et puis tu peux la faire après. Mais on va faire d'abord celle-là. Monsieur Poisson, il va voir Monsieur Tabouret. Il lui demande une table contre des poissons. Et après, il va voir Monsieur Poulet avec sa table et il dit je voudrais des poulets en échange d'une table. Et moi, je te donne une table. Donc ça, c'est lui. Ça, effectivement, je l'ai vu, ça c'est l'une des solutions pour contourner le problème de l'allergie de Monsieur Poulet envers les poissons. C'est que finalement, vous obligez Monsieur Poisson à se procurer autre chose pour venir l'échanger avec Monsieur Poulet. Quelque chose dont il a envie. Alors, en l'occurrence, une table, ça peut être autre chose, ça peut être des patates. Mais c'est pas très pratique, finalement. On se rend compte au bout d'un moment que c'est pas très pratique parce que Monsieur Poisson qui veut manger du poulet. Par exemple, s'il veut Monsieur Poisson, par exemple, il veut plein de poulets, il faudra mettre par exemple 2 tables. Et ça sera pas facile à transporter. Oui, enfin d'un autre côté, je vois pas tellement pourquoi est-ce qu'il voudrait plein de poulets. Pour les manger. Oui. C'est bon les poulets. Oui, d'accord. Ah oui, surtout quand tu les fais. D'accord. Merci Grenouille et Lunettes. Mais on a vu que c'était pas très pratique. Donc quelle autre solution on met en place? Je vous rappelle que Monsieur Poisson a en sa possession une tablette de Monsieur Patate. Alors expliquez du coup la solution que vous avez trouvée. Donc, comme il a une tablette de Monsieur Patate, il va aller voir Monsieur Patate. Non, il va aller voir Monsieur Poulet. Monsieur Poisson a une tablette qui vaut 1 kilo de patates. D'accord. Il veut échanger. Alors moi ce que j'ai compris, vous allez me dire si j'ai tort ou raison, Madame Grenouille et Lunettes, Monsieur Poisson veut manger du poulet. Monsieur Poulet n'aime pas le poisson. Donc, est-ce que ça veut dire que Monsieur Poisson ne mangera jamais de poulet? Non, vous trouvez une première solution avec le public, oui, je l'ai vu dans la scène, mais c'est pas une solution très pratique, dans le sens où elle consiste dans le fait d'obliger Monsieur Poisson à acquérir autre chose auprès de quelqu'un, table, autre chose, peu importe, quelque chose qui va pouvoir échanger avec Monsieur Poisson. Donc là, c'est un peu avec Monsieur Poulet. Donc là, c'est un peu une sorte de retour au troc, alors qu'il y a plus simple. Au bout d'un moment, ce que vous dites, là où vous amenez le public à réfléchir, la solution que vous amenez, c'est que, rappelons-nous que Monsieur Poisson a en sa possession une tablette qui vaut des patates. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il propose à Monsieur Poulet de donner sa tablette de patates en échange de poulet. Voilà. Tout simplement. Mais quel est le problème? Là, il y a un problème que vous avez mis en avant aussi dans cette solution-là. C'est que peut-être que Monsieur Poulet, lui qui n'est pas au courant, lui il a signé une tablette, il l'a donné à Monsieur Poisson, il voit arriver Monsieur Poulet. Mais dans ce cas, attends, je vais retourner vraiment en arrière. D'accord. Quand Monsieur Patate lui a donné la tablette, il aurait dû marquer le nom de l'autre. Et comme ça, après, ils disent après, par exemple, ils pourraient barrer le nom et marquer son nom. D'accord. Et avec la signature de l'autre. De Monsieur Patate. Non, de Monsieur Poulet.
D'accord. Et aussi de Monsieur Patate, les deux. En fait, il y a plus simple finalement. C'est ce que vous dites à la fin de cette petite séance cette petite succession de mise en situation. Il y a plus simple, c'est tout simplement de mettre qu'un nom sur la tablette. Le nom de Monsieur Patate. Et c'est lui qui signe. Et il signe une tablette avec une certaine valeur. Oui, mais si on vole la tablette. Ah bah oui, mais si on vole ton portefeuille et tes billets de banque dedans, c'est pareil, c'est la même chose. Hein. Il y a toujours le risque de se faire voler sa carte de crédit ou son porte-monnaie. Donc ça veut dire que ce serait finalement une reconnaissance de dette, mais qui soit à la charge de l'émetteur, mais qui soit au porteur finalement. Voilà, c'est une reconnaissance de dette au porteur. C'est-à-dire que c'est celui qui possède la reconnaissance de dette qui peut en jouir finalement. Donc là, j'ai l'impression que vous avez résolu absolument tous les problèmes finalement. Vous pouvez emprunter n'importe quoi à n'importe qui. À ce moment-là, vous émettez une tablette qui en fait finalement c'est l'équivalent de l'argent tout simplement. C'est de l'argent qui est émise, alors qui n'est pas émise par quelqu'un qui a le pouvoir d'émettre de l'argent, mais qui est émise par n'importe qui crée quelque chose finalement. Par exemple, Monsieur Poulet crée des poulets, il peut se voir crédité de quelque chose qu'on lui emprunte. Alors, il y a quand même un petit problème, c'est qu'il faudra quand même réguler ça, c'est parce que, à ce moment-là, dans ce système-là, n'importe qui peut emprunter autant qu'il veut, et peut-être à la fin ne jamais rembourser. Mais, grosso modo, si on arrive un peu à gérer tout ça, et si on arrive à faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui contrôle, ou des gens qui contrôlent un comité, etc., on ne pourra pas s'endetter infiniment et indéfiniment sans payer à un moment donné quelque chose. Mais finalement, ça me fait penser, c'est autant la première tablette, c'est une dette entre Monsieur Poulet et Monsieur Poisson, donc c'est une dette Poulet-Poisson. La solution que vous trouvez, c'est une dette, par exemple Poulet et au porteur, c'est-à-dire une dette X. C'est ça que vous avez inventé. Donc si j'ai bien compris, effectivement, vous arrivez à une situation, vous arrivez à une solution pour échanger, qui est d'émettre une espèce de monnaie qui servira d'échange, de monnaie d'échange avec tout un tas d'autres gens. Par exemple, on revient sur Monsieur Poisson qui a cette fameuse tablette où il y a écrit que Monsieur Patate doit 1 kilo de patates, mais pas forcément Monsieur Poisson, mais à n'importe qui d'autre. Et avec cette tablette, Monsieur Poisson pourra acheter du poulet, acheter, s'il en a suffisamment, du bois à Monsieur Rondin, acheter une table, etc., etc. Avec toujours, évidemment, la notion de contrôle, qui n'est pas Monsieur, par exemple, Poisson, qui emprunte, ou Monsieur Poulet, etc. Alors vous allez même plus loin, parce que vous montrez à quel point ce système est vertueux, dans le sens où il rend inefficace, en tout cas inutile, de produire plus qu'il n'est nécessaire. Vous racontez un jour cette histoire de Monsieur Patate. Vous pouvez nous raconter cette histoire de Monsieur Patate? Oui. Un jour, Monsieur Patate veut faire 10 fois plus de patates. D'ailleurs, c'est devenu Monsieur Patraque. Monsieur Patraque, exactement. Il voulait devenir riche, peut-être, on ne sait pas ce qui lui a pris, donc il a coupé les arbres dans son jardin pour planter 10 fois plus de patates. Il s'est rendu compte de quoi? Que ça marchait pas. Ça marchait pas, ça servait à rien. Elle pourrissait, pourquoi? Parce que les gens les mangeaient pas plus que d'habitude. Ouais, ils mangeaient pas plus de patates qu'ils n'en mangeaient d'habitude. Donc ça servait à rien de surproduire. Il suffisait de produire uniquement ce qui est nécessaire, ce que les gens avaient besoin. Donc ça, c'est ce qui se passe sur la première île. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on voit que on peut très bien vivre, échanger, trouver un système d'échange. Tout à fait, c'est pour ça qu'on a fait cette scène. C'est pour être intéressant et que les gens comprennent surtout. Voilà. La vie suit son cours. Alors vous racontez, il y a plein de situations, de mise en situation. La vie suit son cours. Les villageois toutes les semaines se réunissent autour d'un grand arbre qui s'appelle l'arbre sacré, un grand arbre extraordinaire. L'arbre sacré, voilà, ils font des fêtes, ils se réunissent, il y a du partage, etc. Même si c'est un système mercantile, un système d'échange, etc. Les gens sont quand même, voilà, ils vivent heureux. Ils produisent pas plus qu'il n'est nécessaire. Ils produisent ce dont ils ont besoin. Ils échangent. Ils s'endettent, ils remboursent leurs dettes au fur et à mesure. Et puis un jour, vous racontez qu'ils décident d'aller voir l'autre île, leurs copains. Pour voir qu'est-ce que ça se passe là. Comment ça se passe et de prendre des nouvelles, parce que c'est leurs copains. C'est leurs copains. Ils ont été séparés par les courants. Les autres ont échoué sur l'autre île. Ça doit faire déjà plein de mois, donc ils sont très ravis. Ils seront très ravis. Et donc ils se réunissent sous l'arbre, et puis un jour ils se posent la question, effectivement, comme vous le disiez. Mais qui va aller là-bas? Du coup, ils décident tous ensemble de demander à Monsieur Poisson d'aller voir sur l'île. Et c'est ce que fait Monsieur Poisson. Monsieur Poisson se rend sur l'île et
là, il revient complètement effaré, c'est ce que vous racontez, et il raconte aux autres ce qu'il a vu. Et alors, ce qu'il a vu, c'est absolument incroyable. Il y a une ambiance absolument délétère. Impossible à vivre. Impossible à vivre. Bah, tout simplement parce que des gens travaillent. Ils voient des gens qui travaillent. Alors ils font que travailler. Que travailler. Ils demandent des nouvelles de son homologue pêcheur, oui. Comme avait fait Monsieur... Monsieur Patate. Monsieur Patate, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait planté beaucoup de patates et tout. Oui, c'était pareil. Comme avait voulu faire Monsieur Patate, oui, effectivement. Enfin, Monsieur Patraque. Sur l'île, là, du coup, il y a que des Monsieur Patraque partout. Hein. Monsieur Poisson, c'est plus Monsieur Poisson, c'est Monsieur Poison. Monsieur Patate, c'est plus Monsieur Patate, c'est Monsieur Patraque. Voilà. Bref. Alors, et donc, il cherche à avoir Monsieur Poison. Hein, alors, du coup, on va changer les noms, on va l'appeler Monsieur Poison. Il demande à quelqu'un, il l'arrête dans son travail, dans son élan, et il lui demande, Monsieur Poisson, oui, enfin Monsieur Poison, où est-il? Il est parti tôt ce matin à l'aube. Ah bon, comment ça se fait qu'il est pas revenu? Il est midi. Ah, mais il revient que le soir quand il fait nuit. Il pêche toute la journée. Mais à quoi ça sert? Moi, je pêche que 2 heures par jour. Elle dit, il faut bien produire. Il faut produire. Ah, il comprend rien du tout. Il sait même pas ce que ça veut dire. Il comprend et pas. Monsieur Poisson, il est très étonné que Monsieur Poison, il passe toute sa journée à pêcher. Il se rend compte qu'il y a des champs de patates absolument partout. Il se rend compte qu'ils ont rasé quasiment toutes les forêts pour planter des patates. Il s'assoit sur un tabouret tellement il est ahuri. Le tabouret casse sous ses fesses. On lui explique que effectivement, c'est un tabouret. Les tabourets sur cette île tiennent pas longtemps parce que s'ils tenaient longtemps, celui qui fabrique des tabourets n'en vendrait plus. Donc celui qui fabrique des tabourets, justement, on lui explique qu'il fabrique des tabourets qui cassent très très vite. Comme ça, une fois qu'ils sont cassés, on peut en racheter. On est obligé d'en racheter. À part certains tabourets fabriqués dans l'arbre sacré. Et là, il se rend compte, oui, ils ont coupé l'arbre sacré. Alors là, il est vraiment très étonné. Parce que même dans mon histoire, je sais pas si je l'avais raconté, mais il est très très choqué. Il a jamais été autant choqué. Aussi choqué. Ouais, c'est pas étonnant. C'est l'arbre sacré. C'est l'arbre sacré, justement, qui donne des fruits, etc. Et celui qui fabrique des tabourets, Monsieur Taboulet, il l'a coupé pour avoir une justification du fait que les tabourets faits dans ce bois-là sont plus solides que les autres. Alors que lui, sur son île Équilibre, ils sont fabriqués avec du bois lambda et ils cassent pas, ceux-là. Il voit même, alors des panneaux, il a jamais vu ça de sa vie, des panneaux, comment on appelle ça? Des panneaux de publicité. De publicité, voilà, où il y a marqué, mangez du poisson, mangez des patates, mangez ceci, mangez cela, enfin, etc. C'est bon le poisson pour votre santé. Les produits laitiers, des sensations pures. Donc il revient raconter tout ça sur l'île et les autres sont effarés. Alors je me demande pas ce que ça veut dire effaré. Étonné. Effaré, ça veut dire étonné. Étonné, mais avec de la peur. Donc Monsieur Poisson retourne effectivement sur l'île. Et c'est là qu'on va parler de Bibi. Donc il arrive à trouver le pêcheur. Il lui dit, écoute, je vais pêcher avec toi pendant qu'on pêchera tous les deux sur ton bateau. Tu me racontes tout ce qui se passe. Et alors le pêcheur répond aux questions. Il répond aux questions de Bibi, il raconte, et on se rend compte au fur et à mesure du récit. C'est un peu la vidéo que vous avez faite. Là, oui, c'est ça. Cette partie-là, c'est la vidéo que vous avez faite, qui a fait, je le rappelle, 530 vues. Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est la dette et surtout comment ça marche. Ça marche pas du tout même. Et je crois une 30aine de pouces bleus sur la page Facebook, YouTube, voilà, pouces bleu, je crois, ils sont bleus. Et donc il raconte, et là on se rend compte que au fur et à mesure du récit, que ils ont sur l'île Banqueroute, ils ont été confrontés au même problème, c'est-à-dire le problème d'échange. Sauf qu'il y a une différence, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Bibi. Voilà. Donc ils sont réunis comme sur l'autre île, ils sont réunis pour savoir comment est-ce qu'on allait trouver, quelle solution nous allions trouver pour échanger. Et c'est là que Bibi, un personnage dont on n'a pas entendu parler jusqu'à présent, qui était bien caché dans son petit coin. Vous pouvez nous parler un peu de Bibi? Qu'est-ce qu'il faisait au début, Bibi? Bibi, lui, il ramassait des coquillages. Il disait rien. Alors lui, il pêchait pas, il disait rien. Il ramassait des coquillages, et avec ces coquillages, il faisait des petites rondelles, si j'ai bien compris, des colliers. Voilà. C'est ça. Puis quand il avait besoin de quelque chose, il allait échanger des colliers, des petits machins qui fabriquaient. Et donc, à ce moment-là, lorsque le premier problème d'échange se pose, Monsieur Bibi prend la parole, et qu'est-ce qu'il dit alors là, Monsieur Bibi? Qu'est-ce qu'il propose? De leur donner des rondelles de coquillages.
des rondelles de coquillage. Non, il faut bien que je précise de leur prêter. Prêter, oui. Des rondelles de coquillage. Les prêter. Alors il les réunit, ils sont 5, il y a Monsieur Poison, Monsieur Machin, etc. Voilà. Et il dit, moi j'ai une idée. Écoutez, moi j'ai une idée extraordinaire. Vous savez, vous savez tous que je ramasse des petits coquillages, que je fais des petites rondelles avec. 10 bibis, voilà. Il leur dit, moi je vous propose un truc, une idée. Je vous donne à chacun 100 rondelles. On s'accorde tous ensemble pour donner une valeur à ces rondelles. Par exemple, une rondelle vaut 3 poissons, t'as encore etc. qui donne. Oui, je vous prête, merci. On s'accorde sur la valeur d'une rondelle. Par exemple, une rondelle vaut tant de poissons, un peu ce qu'ils ont fait sur les tablettes. Parce qu'au bout d'un moment, on n'écrivait plus sur les tablettes des patates, on écrivait des unités. Par exemple, des sestrelles, on va appeler ça des sestrelles, en hommage à un humoriste. Je vous donne à chacun 100 sestrelles et on s'accorde sur les valeurs d'une sestrelle, par exemple les poissons, etc., etc. Alors au début ils sont très contents parce que ça fonctionne. Effectivement, Monsieur Poisson a 100 sestrelles, Monsieur Poulet a 100 sestrelles. Allez-y, voyez. Mais il y a les intérêts. Mais il y a les intérêts, c'est vrai, c'est vrai. Alors il précise bien, il le dit, Monsieur Bibi. Je vous donne à chacun 100 sestrelles, donc ça fait 500 sestrelles. Mais vous m'en rendrez 110. C'est ça qu'il leur dit. Forcément, il faut qu'il justifie ça parce que par le travail que c'est de fabriquer des rondelles et aussi parce qu'il faut bien qu'il gagne sa vie. Et donc au début ils sont très contents. Donc c'est 500 sestrelles puisqu'ils donnent 100 sestrelles à chacun. Je rappelle qu'il y a Monsieur Poisson, Monsieur Poulet, Monsieur Patate, Monsieur Tabouret, Monsieur Rondin. Ça fait 100 sestrelles chacun, ils sont 5, donc ça fait 500 sestrelles. Que représentent ces 500 sestrelles finalement? Ça représente ce qu'on appelle la masse monétaire. La masse monétaire. Donc au début ils s'échangent, chacun échange des trucs, etc. Tout va bien. Dans un premier temps, tout va bien. Le premier mois, chacun rembourse 10 sestrelles. Donc ça veut dire qu'on enlève 10 sestrelles à chacun. Il reste plus que 450 sestrelles dans la masse monétaire. Le deuxième mois, il reste 400 sestrelles. Le troisième mois, il reste évidemment 400 moins 50. 350. 350. Le quatrième mois, 300, etc. Et là, ils se rendent compte que ça commence à être tendu. Alors qu'au tout début, ils étaient contents parce qu'ils pouvaient échanger autant qu'ils voulaient, etc. Là, ils commencent à se dire, merde, il va falloir que je rembourse la totalité de ce que j'ai emprunté. Mais en plus de ça, il va falloir que je rembourse 10 en plus. Donc il commence à un petit peu moins acheter à l'autre, à essayer de vendre un peu plus, pour gagner plus de rondelles, plus de sestrelles. Ça veut dire qu'on est passé dans un système d'échange équitable, où chacun prend chez l'autre ce dont il a besoin et pas plus, à une volonté de produire plus, de vendre plus, pour s'accaparer le plus de rondelles. Et donc c'est vrai que, ils n'entendent pas le 10e mois pour se rendre compte qu'ils ont tous 50 rondelles ou 50 sestrelles de dette et qu'ils ont plus de monnaie. Ils se rendent compte que ça marche pas du tout leur truc. Et donc ils vont voir Monsieur Bibi. Et qu'est-ce que leur répond Monsieur Bibi? C'est ça qui est incroyable. Il leur répond, si vous voulez, je vous reprête 100 sestrelles. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font? Mais vous devrez m'en rendre 110. Encore 110. Et les autres, ils disent oui. Et les autres, ils disent oui. C'est ça qui est hallucinant quand même. C'est ça qui est complètement hallucinant. Ils devraient dire non là, je sais pas, ou tabasser Bibi. Tabasser Bibi, voire même le tabasser, oui. Alors, donc ça relance un peu l'économie, effectivement, puisque ils se retrouvent avec à nouveau des sestrelles, mais avec une dette qui est cette fois-ci non plus de 50, mais de 100, puisqu'ils ont encore 10 chacun d'intérêt. Et ça continue comme ça. Et du coup, ils deviennent complètement fous. Ils se battent tous, c'est la guerre de tous contre tous. Ils se battent tous pour avoir le plus de rondelles possible, le plus de sestrelles. Le pêcheur qui lui employait un petit gars qui était là, où du coup il essaie de payer le moins possible, il essaie de produire le plus possible. Le monsieur patate, il essaie de produire le plus de patates possible, d'obliger tout le monde à manger. Enfin, ça devient complètement dingue cette histoire. Et ça poursuit, au bout de la 3e, 4e année, finalement, ils se retrouvent avec une dette gigantesque qui ne fait que grandir. Ils ont ruiné leur île, c'est même plus vivable, ils ont pollué, ils ont déraciné. Il y a que des panneaux, il y a que des panneaux. Voilà, et il n'y a même pas une chaise qui tient debout parce que c'est ce on appelle ça l'obsolescence programmée. Comme les ampoules. Exactement, comme les ampoules, tout à fait. On a limité à 10 000 heures, je crois, un truc comme ça, voilà. Ou des pantalons. À l'arrivée, ou des pantalons. J'en ai un gros exactement, trou, oui, un gros trou énorme sur votre genou, mais ça c'est peut-être parce que vous faites aussi la grenouille un peu trop souvent. Donc ça devient vous décrivez l'île vraiment apocalyptique, l'île banqueroute, et à la fin, soit ils sont obligés, soit ils meurent tous, un peu comme sur l'île de Pâques. Alors c'est là que le narrateur, Monsieur Crapaud, conclut cette petite scène. Vous avez oublié de préciser Crapaud qui pète. Crapaud qui pète, oui, c'est là que Monsieur Crapaud qui pète
finit de raconter cette histoire, et c'est là que, à nouveau, la pièce de théâtre, en tout cas la narration mimée, redevient interactive. C'est là que le narrateur, M. Crapaud-Qui-Pète, s'adresse au public et leur pose 2 questions. Première question, sur quelle île voudriez-vous vivre? Alors évidemment, les gens répondent l'île de l'équilibre. L'île de l'équilibre, évidemment. Deuxième question, sur quelle île pensez-vous vivre en réalité? L'île de Banqueroute. L'île de Banqueroute. C'est ça, exactement. Cette île-là, qui est infernale, qui est un enfer, on travaille 1000 fois plus que nécessaire. On produit, on surproduit, on surconsomme. C'est absolument délirant. C'est notre île à nous, c'est l'île sur laquelle nous sommes. Alors, maintenant, une fois la narration terminée, on en revient aux réponses aux questions. Et là, ça devient intéressant. On pourra peut-être en parler plus tard de ça, parce que c'est un peu compliqué. Mais la réponse aux questions, c'est, depuis la révolution effectivement néolithique, qu'on constitue en moins 15 000 ans à peu près, l'apparition de la monnaie, se situe entre moins 700, moins 650 avant Jésus-Christ. Alors, la légende dit que c'est le roi Crésus, ou en tout cas son père, qui se promenant au bord de la rivière Pactole, je crois que c'est une rivière. Je la connais. Vous connaissez cette rivière? Vous la connaissez pas tant que ça? Je la connais parce que quand on a lu avec la maîtresse, je sais pas, il y avait la rivière Pactole avec de l'or dedans, il paraît. Ah ben oui, mais c'est pas il paraît. Enfin, c'est dans la légende. Effectivement, il a eu l'idée de créer la monnaie. Ce serait voilà. Donc ça daterait de moins 650. Grâce à l'île de Pactole. Mais donc on se rend compte juste en réfléchissant un peu, en se mettant en situation, comme sur la première île, que évidemment que le troc ne peut pas fonctionner. Le troc a existé. Il ne peut pas fonctionner à certaines raisons. Pour certaines raisons, voilà. Sinon, il peut fonctionner à part les raisons. Mais il peut fonctionner de façon ponctuelle entre 2 personnes à un certain moment, limité. Mais en tant que système économique, c'est complètement dysfonctionnel. Le troc a existé, et comme il existe toujours, si vous allez sur le site Le Bon Coin, vous trouver des gens qui veulent échanger des Mercedes contre, des motos. Des tables. Ou des tables. C'est peut-être plus rare, ou un jet ski. Donc le troc existe toujours, mais il a exactement la même importance qu'il a aujourd'hui qu'il l'avait autrefois. La deuxième réponse à la question en préambule, c'était qui crée la monnaie. Voilà, la plupart des gens pensent que ce sont les banques centrales, les banques centrales, ou l'État, etc. On se rend compte, vous expliquer un peu plus tard, là on est dans la partie un peu conférence, vous expliquez qu'en réalité, non, c'est pas du tout. 95% de la monnaie, de la masse monétaire, c'est de l'argent dette, c'est de l'argent du fameux Bibi. Voilà. C'est l'argent du fameux Bibi. C'est-à-dire c'est de l'argent dette qui, si on met 100 € dans la masse monétaire, il faut en rembourser. Alors, sur l'île, c'est 110, alors qu'en réalité, ça dépend du taux du crédit, etc. Mais quand vous empruntez 100 000 € sur 25 ans à 4%, vous remboursez en général le double, 200 000 €. Donc c'est de l'argent qui vaut très très cher. Et ça revient à quoi? Ça revient à ce qu'on achète notre argent. C'est ça qui est délirant. On devrait pas avoir à acheter notre argent. Parce que comment on fait? On achète notre argent avec de l'argent. Donc c'est bizarre. Eh ben pas tout à fait. On achète notre argent avec notre travail, avec ce que l'on produit. Et là on est tous dans le même panier. Il faut bien comprendre ça. Les ouvriers, les employés, mais aussi les patrons, même les très grands patrons, sont esclaves des banques. Il faut bien comprendre ça. L'esclavagiste, c'est le banquier. Il faut bien comprendre. C'est pour ça que il y a plein de gens qui sont là pour détourner un peu l'attention de tout ça, ce qu'on appelle les artos, les machins. Ils parlent pas trop des banques, les poutous, machin. Ils ont que les patrons à la bouche. Alors qu'en réalité, les patrons sont dans le même bateau que nous. Si on devait faire une analogie, c'est un peu comme un gros costaud et un petit maigre dans une cellule, qui sont dans une prison, donc forcément, tant que chacun a suffisamment à manger, si on leur donne suffisamment à manger, le gros costaud, il n'y a pas de raison qu'il aille piquer le dessert. Bon, il va peut-être lui piquer son dessert s'il n'est pas gentil, mais rien ne le poussera à piquer un peu dans le plateau, dans l'assiette du petit maigre. Mais par contre, si on donne qu'un seul plateau, il y a toutes les chances que le gros costaud, vous avez compris, c'est le patron, le petit maigre, c'est l'ouvrier. Voilà. Je schématise. Donc forcément, si chacun est pris dans cette espèce de cercle vicieux, de la monnaie, comme on se bat tous les uns contre les autres, évidemment, le patron va vouloir se battre contre l'ouvrier, etc., le payer le moins possible, alors que si on avait chacun notre monnaie et qu'on pouvait la créer autant qu'on en voulait, on n'aurait pas besoin de tout ça. Alors vous expliquez après comment ça fonctionne, vous parlez effectivement, mais ça, à la limite, si les gens veulent en savoir plus, si les éditeurs veulent en savoir plus, ils auront qu'à
Continuez. Cherchez sur Internet, on trouve toutes les réponses. Le problème de monnaie secondaire scripturale, le problème de monnaie centrale scripturale ou corporelle, la quantité et la part de chacun, comment est-ce qu'ils fabriquent, comment est-ce que les banques fabriquent. Alors oui, la troisième réponse à la troisième question en préambule, c'était comment les banques fabriquent de l'argent. Et ben par le crédit tout simplement, allez vous parler de bilan comptable, de l'actif, le passif, etc. Donc ça, on va pas parler de ça tout de suite. Alors la conclusion de notre émission, en conclusion, sur l'île de l'équilibre, on a commencé par créer une monnaie qui était une dette de Pierre envers Paul, par exemple, une monnaie Pierre-Paul, et on en est arrivé à une monnaie Pierre-X, une monnaie une dette ou une créance, ça dépend dans quel sens on prend le truc, et qui appartient à celui qui porte cette dette, qui possède la tablette. On a pris les tablettes, évidemment, en référence aux tablettes sumériennes qu'on a retrouvées il y a une petite centaine d'années maintenant. Et vous racontez aussi cette histoire d'or, et effectivement, je trouve ça intéressant, cette histoire d'or, c'est la création de cette monnaie, parce que fait Bibi, en fait? Qu'est-ce que c'est que la monnaie? Voilà, mais cette monnaie, ces coquillages. Finalement, ça reste une monnaie également, comme les tablettes sont une monnaie, ça reste une monnaie, mais une monnaie XY. C'est une monnaie que lui seul peut produire, il peut en produire autant qu'il en veut, et qu'il vend aux autres, et une monnaie donc qui coûte très cher. C'est une monnaie, c'est pas une monnaie Pierre. Donc on achète X. La monnaie. On achète une monnaie, c'est une monnaie XY que lui seul peut produire. Il faut bien comprendre que celui qui crée la monnaie, c'est celui qui a le pouvoir absolu. C'est lui qui a le pouvoir. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on peut conclure et qu'on peut arrêter l'émission ici. Madame la grenouille à lunettes, vous êtes venue avec les lunettes encore. Oui, votre cri de guerre que l'on peut très bien. Je vous remercie, c'est surtout moi qui ai parlé, je m'en rends compte parce que je sais que c'est pas facile. C'est votre première émission de radio? Oui. Oui, parce que si vous faites, si vous faites oui avec la tête, comme c'est une émission de radio, forcément les gens vont pas le voir. Alors ça vous a plu cette émission de radio? Est-ce que vous reviendrez nous parler, nous raconter d'autres choses? Oui, si j'en sais plus, oui. Si vous en savez plus, d'accord. Comment vous êtes-vous intéressé à ces questions-là? Comment c'est? Ben c'est curieux quand même. C'est vrai que c'est assez étonnant. Donc Madame la grenouille lunette, je vous remercie d'être venue. Merci. Et à une prochaine fois. Au revoir, mesdames et messieurs. Bien, merci à tous de votre écoute. Ou si seulement ça vous a rendu curieux. Sur cette même chaîne, il y a plein de vidéos qui parlent de ça. Notamment une vidéo de Gabriel Rabhi qui est extraordinaire, que je vous conseille. Il y a aussi la chaîne de Gérard Fouché, qui est vraiment extraordinaire aussi. Il y a bien sûr Étienne Chouard, il y a le documentaire La Dette, qui en parle aussi. Et si vous avez compris, surtout, essayez d'expliquer à d'autres qui n'ont pas compris. Ah oui, bon conseil. Merci à tous, ciao, ciao, bisous, bisous. Before the Great Recession, I built luxury apartments, schools and fire stations and some government departments. I didn't have a penny, but the banks were more than willing to throw me over the counter in excess of 80 million. Mush-a-ring-dum-a-doo-dum-a-da. Whack-fall the daddy-o. See how the money grows, there's whiskey in the jar. I lay in bed till lunchtime cause the work was subcontracted. Then me and the bank manager socialised and interacted. They'd give me all this money and they told me not to worry. And about the hour of payment, sure there wasn't any hurry. Mush-a-ring-dum-a-doo-dum-a-da. Whack-fall the daddy-o. See how the money grows, there's whiskey in the jar. I splashed out piles of euros, paying Poles and Lithuanians, Slovakians and Slovenians, and some Turks and some Romanians. And with the millions that were left, I bought a helicopter. And like the government high flyer, sure the bloody door fell off her. Mush-a-ring-dum-a-doo-dum-a-da. Whack-fall the daddy-o. See how the money grows, there's whiskey in the jar. I bought a multi-story in the south part of Croatia. Invested then in factories in Europe and in Asia. Had a 14-bedroom villa in the fair Canary Islands. Went on exotic cruises to Malaysia and to Thailand. Mush-a-ring-dum-a-doo-dum-a-da. Whack-fall the daddy-o. See how the money grows, there's whiskey in the jar. Well then the bank they rang me and they told me they were worried. Could I ever pay the money back? 'Twould be better if I hurried. Their brainy chief executive needed millions for
for his wages. Was I going to pay it all back now or pay it off in stages? Mushering dum-a-doo dum-a-da, ha 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 ha. What fall the daddy-o? Where did the money go? No whiskey in the jar. Well, I made a secret phone call, but only to discover that the whiz kids in the bank were lending money to each other. They had to make the books look good, though profits they were falling. So they lent each other millions before the auditor come calling. Mushering dum-a-doo dum-a-da. What fall the daddy-o? Where did the money go? No whiskey in the jar. Now me and our TD are both out here in Lanzarote. The fittings are gold-plated and the floors are terracotta. We're sitting reminiscing about the Great Depression, and we'll celebrate out here tonight with a good recession session. Mushering dum-a-doo dum-a-da. What fall the daddy-o? See how the money grows, still whiskey in the jar. Mushering dum-a-doo dum-a-da. What fall the daddy-o? See how the money grows, still whiskey in the jar. Woo! Sur la dette, effectivement. Et comment ça marche aussi? Comment ça marche, la création monétaire et pourquoi est-ce que la dette augmente, etc. Voilà. Je m'en souviens, je l'avais vu, elle avait fait... et tout. Il y avait Bibi, exactement, oui, je m'en souviens, elle avait fait énormément de vues, je crois qu'il y avait presque 530 personnes qui l'avaient vue, jusqu'à ce que votre papa, le crapaud, décide de la mettre en privé, de façon à ce qu'elle soit accessible que par des gens de confiance. Alors, on va présenter cette pièce. Je crois qu'en préambule, lorsque vous jouez cette pièce, en préambule de la pièce de théâtre, vous commencez par poser 3 questions. La première de ces questions, c'est avant l'apparition de la monnaie, les hommes échangeaient des choses. Oui. Puis ce qu'on appelle la révolution néolithique, c'est-à-dire depuis le jour, depuis le moment où l'homme est devenu sédentaire, c'est-à-dire il est passé de chasseur-cueilleur à agriculteur-éleveur, il a eu nécessité d'échanger des denrées, des choses qu'il produisait. Et il l'a fait sans monnaie, puisque la révolution néolithique, à ma connaissance, elle remonte à presque 15 000 ans, et l'apparition de la monnaie en différents endroits du monde est beaucoup plus récente. Hein, ça a 2000. Comme on est dans l'euro, il y en a qui pensent que c'est la banque centrale européenne. Et la troisième dernière question qui vient en préambule de votre pièce, c'est lorsque l'on fait un prêt à la banque... D'où vient l'argent? D'où vient l'argent, exactement. D'où vient l'argent avant qu'il soit sur votre compte, d'où il vient exactement, tout à fait. C'est ça. Alors nous allons présenter votre petite pièce. Alors ça parle de quoi cette pièce? Ça parle d'un naufrage, voilà. Alors c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'enfants qui étaient sur un bateau, mais ça se termine bien, ça se poursuit bien parce que les enfants sont sauvés et il y en a une dizaine à peu près d'enfants, c'est ça, hein? Et ils arrivent à monter sur des canots de sauvetage. Malheureusement, ou heureusement, enfin c'est l'intérêt de la pièce, c'est que ces 2 canots de sauvetage, d'après ce que je lis, échouent sur 2 îles différentes qui portent des noms assez symboliques, hein, assez explicites en tout cas. Le premier nom de cette île, c'est Équilibre, je crois. Et la deuxième, c'est... Et la deuxième, Banqueroute. Elle s'appelle Banqueroute. C'est tout un programme, 700 ans à peu près. Alors, la première question que vous posez, c'est, avant la monnaie, qu'est-ce qu'il y avait? Comment les gens faisaient pour échanger des choses? Alors vous nous dites, c'est ce que je vois écrit sur mon papier, vous nous dites que la plupart des gens à cette question répondent le troc. Oui. C'est-à-dire, je t'échange cet objet contre cet autre. D'ailleurs, vous répondez aussi à la question quand est apparue la monnaie, parce que les gens ne savent pas quand est-ce que la monnaie est apparue. C'est intéressant de savoir, de pouvoir dater, de pouvoir donner une période de l'histoire à laquelle... C'est vrai, ça a l'air déjà très intéressant. Oui, merci. La deuxième question à laquelle vous répondez, la deuxième question que vous posez aux auditeurs, enfin pas aux auditeurs, aux spectateurs de votre pièce, c'est qui crée la monnaie. Qui crée la monnaie, c'est ça. Voilà. Les gens ne savent pas. Alors à cette question, nous avons plusieurs réponses. Les gens donnent toujours à peu près les mêmes réponses. La première question, il y en a qui disent c'est la banque, enfin les banques centrales, c'est-à-dire les banques qui sont normalement gérées par l'État. Il y en a qui disent que c'est l'État lui-même. Enfin bon, c'est à peu près toujours les mêmes réponses. Ouais.
Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur Grenouille à lunettes FM. Aujourd'hui, émission exceptionnelle puisque nous recevons en personne la Grenouille à lunettes. Grenouille à lunettes, bonjour. Bonjour. Alors, nous vous recevons aujourd'hui pour cette émission spéciale parce que vous avez écrit une pièce de théâtre qui, en fait, n'est pas une pièce de théâtre. C'est plutôt, je dirais, une espèce de scène mimée, de narration mimée, voilà, qui met en scène des enfants, voilà, avec des enfants. C'est parfaitement ça. Et ça s'adresse, évidemment, aux parents qui regarderont cette scène. Alors, on vous présente d'abord, vous êtes la Grenouille à lunettes. Vous êtes fait remarquer déjà par le passé par une petite vidéo que vous avez postée sur, je crois, c'était le thème de cette vidéo. On comprend déjà de quoi il va s'agir. Alors, ces deux îles, décrivez-les un petit peu. Elles sont identiques. Elles sont parfaitement identiques, d'accord. C'est presque des îles jumelles. Voilà. Et qu'est-ce qu'on y trouve sur ces îles? Des arbres. Des forêts, des tas de forêts, bien sûr. Avec des fruits, du coup, sur les arbres. Des fruits, il y a à manger. Est-ce qu'il y a des animaux? Oui, bien sûr. Beaucoup. Donc, on pourra même chasser ou même faire de l'élevage. Et faire de la pêche aussi. Et pêcher, bien sûr, parce qu'ils auront des bateaux. On y trouve des forêts, des plaines, donc on pourra cultiver, planter des choux, des patates, voilà. Des carottes. Des carottes. On pourra faire donc de l'agriculture, on pourra faire de l'élevage, on pourra faire de la pêche. Étant donné qu'il y aura des forêts, etc., on pourra construire des maisons, construire des tas de choses avec du bois. Une table, des tabourets, voilà, d'accord. Des chaises, une table. On commence par la première île, d'après ce que j'ai compris. On suit l'histoire de ces enfants, ce qui leur arrive, et comment est-ce qu'ils vont s'organiser sur cette île. Et alors, vous signalez en préambule